Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Marie Curie, puis sa fille Irène Joliot-Curie, ont toutes les deux reçu le prix Nobel, alors même que les femmes françaises étaient à cette époque considérées par la loi comme mineures, devaient obéissance à leur mari et n'avaient pas le droit de vote. Quel est leur parcours ? À quels ordres établis se sont-elles confrontées et comment ont-elles réussi à occuper une telle place dans une société où la distribution des rôles et des pouvoirs semblait si figée ? Nathalie Pijar-Micot est directrice adjointe du musée Curie. Docteure en histoire des sciences, elle étudie l'histoire des femmes en médecine et en sciences et elle a notamment publié Les femmes du laboratoire de Marie Curie et Marie Curie dans la Grande Guerre. Nathalie va nous aider à mieux comprendre comment s'est conjuguée la trajectoire hors du commun de ces deux femmes avec l'ordre social du début du XXe siècle. Bonjour Nathalie, je suis ravie de vous accueillir dans Jusqu'à nouvel ordre. Bonjour. Alors, avant de nous intéresser à Marie Curie, je voudrais qu'on puisse vraiment caractériser le contexte pour comprendre les ordres établis qui régissaient cette époque. Marie Curie arrive en France en 1891, je crois. Quelle était alors la condition des femmes et quel accès à l'éducation avaient-elles? Les femmes avaient le droit d'entrer à l'université depuis 1868, donc ça faisait déjà un petit moment. Par contre, l'éducation secondaire, c'est-à-dire le collège-lycée, n'existait que depuis 20 ans à peu près et n'était pas encore très développée. Donc, les femmes n'avaient pas accès réellement encore à l'instruction, du moins elles avaient accès à l'instruction primaire quand elles en avaient les moyens. Beaucoup de femmes françaises n'allaient à l'école en fait que 2, 3 mois de l'année en hiver, comme les garçons de toute façon. Et quant au secondaire, il était assez restreint puisqu'il fallait habiter une grande ville ou aller dans une grande ville pour aller dans le secondaire et là aussi avoir les moyens. Au niveau juridique, elles étaient totalement mineures, hein, puisque elles étaient soit sous la tutelle de leur père, soit sous la tutelle de leur mari. Si elles étaient veuves ou si elles étaient dites majeures, elles avaient quelques droits juridiques, mais généralement, de toute façon, les veuves, si elles avaient des enfants, étaient soumises à un conseil de famille et elles n'avaient pas évidemment le droit de vote, elles ne pouvaient pas s'inscrire justement dans le secondaire sans la signature de leur père ou de leur mari, etc., etc. Oui, donc c'était quand même assez limité. Théoriquement, elles avaient accès à l'université, mais ça restait quand même assez limité. Ouais. En fait, il y avait très très peu de Françaises à l'université. Euh, Quand sa sœur Bronia Bronislava vient en France en 1887, sur 114 étudiantes de la faculté de médecine, il y a 90 Russes et Polonaises, 15 anglo-saxonnes et une douzaine de Françaises. D'accord. Alors, on va y arriver justement. Ça, c'est Hmm. c'est extrêmement intéressant. Et est-ce que l'enseignement était le même pour les garçons et les filles? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que quand on va créer l'enseignement secondaire pour jeunes filles, le diplôme de fin de secondaire ne permet pas l'entrée à l'université, contrairement au baccalauréat qui est le diplôme de fin de secondaire des garçons. Donc, ce diplôme ne permet pas d'entrer à l'université. Il faut passer en plus le bac, donc avoir des enseignements de latin et de grec qu'il n'y avait pas dans l'enseignement secondaire. Et même quand on va créer le bac féminin en 1919, celui-ci ne permet pas l'entrée à l'université. Il faut en plus passer le bac masculin. Ce n'est qu'en 1924, Hmm. donc 33 ans après l'arrivée de Marie Curie, que les études secondaires des filles et des garçons décernent un diplôme équivalent devant l'entrée à l'université.
D'accord, oui. Et j'imagine qu'à l'époque, tout cela semblait parfaitement naturel, à peu près au plus grand nombre. Alors, ça avait quand même un tout petit peu changé. Mm. Moi, le plus grand nombre, de toute façon, n'avait pas du tout vocation à aller dans le secondaire. Donc, se posait même pas la Mm. question, puisque pour se rendre compte, alors j'ai pas les chiffres en tête exactement, mais en 1930, on est à peine 4% de la population qui est au niveau baccalauréat. Mais quand on regarde l'obtention du diplôme de primaire, hein, de fin Mm. d'études primaires, donc on est à 56% qui sont en dessous du primaire et je crois qu'on est dans les 30% qui l'ont. Donc ça fait à peu près, moi j'avais calculé que ça faisait à peu près 80, plus de 90% de la population qui est au maximum au primaire, le D'accord. diplôme de certificat d'études primaires. Ouais. Donc, en fait, quand on parle du grand nombre, il faut pas oublier on parle de 80, plus de 90% de la population qui, de toute façon, ne se pose même pas la question d'accès des femmes au secondaire, parce qu'il n'y a pas d'accès des garçons et des filles à l'école. Mm. Ok. Intéressant, effectivement, hein, quand on voit le chemin qui a été parcouru depuis. Alors, parmi vos recherches, vous vous êtes intéressé au difficile accès des femmes à la faculté de médecine, notamment, et vous décrivez dans un article très intéressant comment certains hommes, pas tous, se sont opposés justement à cet accès, en arguant d'abord d'une incompatibilité de cet accès des femmes avec la nature féminine, dans un premier temps, et puis, dans un second temps, d'une incompatibilité avec l'ordre social. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que bon, la première opposition, elle est bête et méchante, mais très efficace, c'est de dire que la femme n'étant pas responsable de ses actes, elle ne peut pas être responsable de ses actes juridiquement devant un patient. Ça a été un des arguments. Mais très vite, en fait, cet argument va passer un peu sous silence parce que on va dire oui, mais il y a des hommes qui peuvent se porter responsables pour eux, etc. Et on va parler plutôt de l'esthétisme. La femme n'est pas belle si elle travaille. Si elle travaille en médecine, elle a du sang sur elle, c'est pas beau. On va parler du physiologique. Bah, si elles sont enceintes, elles peuvent pas s'approcher du malade avec leur gros ventre. Si elles sont indisposées, elles doivent se reposer, etc. Et on va définir comme ça une nature féminine. La femme aura de l'empathie, donc elle aura du mal, elle devra faire taire sa douceur innée. Voilà. On va définir une nature féminine et cette nature féminine, c'est elle qui va en fait justifier l'ordre social. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va inverser les rôles, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre social qui va créer une nature féminine, mais on va établir cet ordre, on va justifier plutôt, parce que l'ordre social est déjà établi, on va justifier cet ordre social sur la nature dite féminine. Or, on va s'apercevoir en fait, parce il y a de nombreux opposants très virulents, mais plus sont virulents les opposants, plus sont virulents aussi les soutiens à ces femmes. Et donc, ce qui va être assez amusant, c'est de s'apercevoir que ceux qui les soutiennent vont dire, mais attendez, cette nature dite féminine, elle n'empêche pas les ouvrières de rester à la chaîne quand elles sont Hmm. enceintes, quand elles sont indisposées, elle n'empêche pas la sage-femme d'aller accoucher une femme en pleine nuit. Donc, en fait, vous leur interdisez d'avoir un métier honorable, pourtant, vous n'interdisez pas la prostitution. Et alors là, la communauté opposée ça va être assez drôle parce ils vont avouer une chose, c'est qu'ils ne parlent pas de n'importe quelle femme. Ah. Ils parlent que des femmes de la haute bourgeoisie parce qu'ils le disent, pour faire des études de médecine, il faut être issu de la haute bourgeoisie. Et que donc, ces femmes-là n'ont pas à travailler et peuvent très bien rester chez elles pour attendre le bon parti. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas opposés réellement au travail des femmes pour tout le monde, mais pour les leurs. Et les leurs, ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent surtout pas que soit remis en question l'ordre établi social dans leur classe sociale à eux. Hmm. Voilà.
D'accord. J'imagine que derrière, il y a des peurs, il y a tout un tas de peurs, on peut imaginer. Voilà, des peurs non seulement de concurrence Eh principalement oui, hein, économique, eh oui. parce que un autre argument est de dire que bah, les femmes n'osent pas se dévêtir devant un homme. Donc quand elles vont chez le médecin, c'est souvent trop tard. Donc les femmes, comme les femmes médecins elles-mêmes disent, nous ne toucherons jamais un homme. Hmm. Nous soignerons les femmes et les enfants uniquement. Mais les cliniciens sont pas dupes, ils savent que les femmes et les enfants, c'est pas les deux tiers de leur clientèle, c'est 95% de la clientèle, parce que les hommes ne vont pas chez le médecin. Donc il y a vraiment cette peur de la concurrence économique que l'on voit émerger après que les arguments sur la nature féminine ne sont pas tombés en désuétude, mais ont été remplacés par le rôle naturel et social de la femme. Ok, ouais, c'est extrêmement intéressant, effectivement, de comprendre tout ça. Alors, racontez-nous qui est Marie Curie à son arrivée en France et comment elle parvient à intégrer l'université. Alors Marie Curie fait justement partie de ces jeunes femmes de la haute bourgeoisie, mais elle a eu une très grande chance, c'est qu'elle est née en Pologne. Et en Pologne, qui était, alors cette partie de la Pologne qui était sous domination russe, mais à la limite, peu importe la partie polonaise dans un premier temps, c'est que dans les pays de l'Est, on avait développé très très tôt l'enseignement secondaire pour jeunes filles. En Pologne, ça avait été déjà développé du temps avant l'invasion russe. C'est au tout début, fin 19e, fin 18e siècle, pardon, que cet enseignement commence à se développer. Et cet enseignement est d'une telle qualité, alors c'est pareil en Hongrie, en Roumanie, dans plusieurs pays de l'Est, hein. Cet enseignement est de telle qualité que quand une jeune fille veut faire des études supérieures et qu'elle vient en France ou en Suisse, parce que c'est les deux pays qui ont ouvert leurs universités aux femmes, mais elles viennent plutôt en France, on leur demande même pas de repasser le baccalauréat. Ah oui, Elles obtiennent l'équivalent, ce qui n'est pas le cas pour les anglo-saxonnes. Les anglo-saxonnes, on n'a pas trop confiance en l'enseignement qu'elles ont reçu, surtout dans les women college. Donc, on leur demande de repasser un équivalent bac. Les jeunes filles de l'Est, non. Marie Curie est la dernière d'une fratrie de 5 enfants, d'un couple d'enseignants. Lui, il dirige un gymnase, c'est-à-dire un collège privé. Il est traducteur Dickens. Il a traduit des encyclopédies, des articles d'encyclopédie botanique. C'est un très grand érudit, son père. Sa mère est issue de la petite noblesse terrienne, de la noblesse terrienne. Elle a dirigé la meilleure pension de jeunes filles de Varsovie. Et donc, Marie Curie évolue dans un milieu qui est complètement acquis à la culture et à la science. Parmi ses frères et ses sœurs, parce qu'il y en a une qui décédera tôt, tous finissent le secondaire avec la médaille d'or ou la médaille d'argent. Donc, on voit vraiment que c'est un milieu très privilégié à la fois au niveau économique et culturel. Alors, au niveau économique, ça baissera un tout petit peu lorsque bah, la mère mourra et quittera ses fonctions, mais ça ne baisse pas assez pour que le frère ne puisse pas faire sa médecine à Varsovie et Saint-Pétersbourg. Ça ne baisse pas assez pour que la grande sœur ne puisse pas venir faire des études supérieures en France. Donc, la baisse est quand même par rapport à l'ensemble de la population assez relative. hmm, Marie Curie, en fait, vient en France parce qu'à cette époque-là, la France a vraiment une aura très importante au niveau international. Encore, elle est en train de la perdre hein, au profit de l'Angleterre, de l'Allemagne, mais elle a encore cette aura en France, surtout au niveau scientifique. Et au niveau des libertés, c'est-à-dire que la France, c'est le pays de Voltaire, de Rousseau, c'est le pays des Lumières. Et il y a une tradition des jeunes de l'Est de venir faire leurs études en France, notamment parce qu'il y a eu des accords politiques aussi, qui fait que les Polonais méritants n'ont pas forcément à payer leurs droits d'inscription. Ils peuvent avoir des d'accord. bourses, etc., par le gouvernement français. Donc, il y a vraiment une tradition de l'intelligentsia polonaise et russe. Alors, c'est les Polonais qui sont opposés à la domination russe Hmm. et c'est les Russes qui sont opposés au tsarisme.
voilà, c'est souvent aussi une démarche politique, qui viennent en France étudier. On a une très belle photo de Marie Curie parmi tout un groupe de Russes et de Polonais. Ça s'appelle la colonie des étudiants russes et polonais à Paris, parce qu'effectivement, Pierre Molinier a bien montré qu'il y avait tout un quartier de Paris du 13e, où tous les étudiants polonais et russes se réunissaient et vivaient, D'accord. et où Marie Curie a vécu rue Flatteur. D'accord. Et alors, une fois son diplôme en poche, elle ne retournera finalement pas en Pologne pour enseigner, hein, puisque je crois qu'au départ, elle souhaitait Mm. enseigner. Que fait-elle alors à ce moment-là? Bah, en fait, alors Marie Curie, il faut savoir que la licence se passait en 1 an à l'époque. Donc, elle a redoublé sa première année volontairement. D'accord. Donc, durant sa deuxième année, sa licence de mathématiques, sa deuxième licence, mais au bout de sa troisième année en France, l'université est très peu professionnalisante, commence à l'être. Donc, les professeurs sont tous le mentor d'un groupe d'élèves. Et Marie Curie a un mentor très important qui s'appelle Gabriel Lippmann, qui va lui procurer une bourse pour faire une étude de recherche sur les aciers trempés. Et Marie Curie, donc, elle accepte la bourse, elle accepte la recherche. On est en janvier 94. Le seul souci, c'est qu'elle a que 2 fois une seule année de physique derrière elle. Elle n'y connaît rien. Et donc, on va lui faire rencontrer le spécialisme du magnétisme qui habite à Paris, parce qu'il y en a un autre qui habite à Montpellier, qui s'appelle Jacques Curie. Donc là, on lui fait rencontrer son frère, Pierre Curie, à Paris, qui lui est un grand spécialiste du magnétisme. Et quand elle va repartir en Pologne à la fin de 94 pour enseigner, elle reçoit effectivement de magnifiques lettres de Pierre Curie qui lui demande de revenir vivre et travailler avec elle. Et là, c'est intéressant les termes aussi, parce que Pierre Curie ne lui propose pas le mariage. Hmm. On est au 19e siècle. Il lui propose de revenir pour être avec lui, mais pas le mariage. Il n'a pas envie de brusquer la petite jeune polonaise, mais c'est surtout qu'il est né, lui, dans un milieu, alors là, ça a une définition très, très bonne, très parfaite de Jacqueline Lalouette, dans un milieu libre-penseur. Hmm. Et à tel point que en 1859, quand il est né, il n'a même pas été baptisé. Pour l'époque, c'est inimaginable. Son frère vit en concubinage avec une femme avec laquelle il a eu des enfants. Ils se marieront quand l'aîné aura 16 ans. Donc, il est vraiment dans un milieu très, très progressiste, très libre penseur. Mais Marie Curie, elle, même si elle a perdu la foi religieuse, elle le dit à la mort de sa mère, a été élevée dans un milieu très, très catholique. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne vit pas avec un homme. Donc, on suppose que le mariage, si elle est revenue, c'était aussi pour se marier. Voilà. Hmm. Marie Curie a été pionnière à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et surtout nous dire ce qui a permis dans chacune de ces situations un basculement de l'ordre en place? Parce que quand on est pionnier, forcément, on dépasse un certain ordre. Alors, Marie Curie a été, elle a été première au niveau déjà scientifique, au niveau international assez rapidement, parce qu'elle a été première femme à recevoir la médaille Davy. Ouais. Elle a été première donc femme à avoir un prix Nobel, mais là, le prix Nobel n'existait que depuis 2 ans. Il y avait eu des femmes qui avaient été nominées dès la première année. Le comité de physique et de chimie Nobel, c'était des hommes qui avaient travaillé avec des femmes dans les laboratoires depuis longtemps. Donc, bon. L'autre histoire, c'est que par contre, l'Académie des sciences était un petit peu plus revêche et avait peur qu'en proposant 3 personnes, le prix Nobel leur passe sous le nez. Donc, ils avaient proposé que Pierre Curie et Henri Becquerel. Et c'est Pierre Curie qui a insisté pour que sa femme l'ait. Elle a été aussi première femme directrice d'un laboratoire universitaire. J'insiste bien sur universitaire parce qu'on a des Dorothée Plum qui ont dirigé aussi des laboratoires d'astronomie, par exemple, à l'Observatoire de Paris. Elle a été première professeure titulaire d'une chaire des universités en France. Elle a été première membre de l'Académie de médecine en tant que membre libre.
Euh, et j'en oublie sûrement encore des premières. C'est Mais ce qui est incroyable. intéressant dans l'histoire de Marie Curie, c'est que ça casse des barrières, oui, mais on a l'impression souvent qu'elle se referme derrière elle. Et C'est-à-dire? c'est ça, bah, en fait, si on regarde par exemple l'Académie de médecine, Oui. première femme membre de l'Académie de médecine, c'est très bien. Mais il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'il y en ait une deuxième. Hmm. Première femme professeure des universités, OK, en 1808. Il faudra attendre 35 pour qu'il y en ait une seconde. Donc, que tout le monde a oublié, Pauline Ramarnica. Euh, bon, voilà. Donc, il y a comme ça des portes qui s'ouvrent pour Marie Curie, qui ne s'ouvrent pas pour les femmes. Ils s'ouvrent pour une exception. Oui. Et en fait, quelque part, Marie Curie, d'ailleurs, le dit très justement Jean Perrin, Émile Roux, Paul Appel, tous ses soutiens, c'est d'abord une scientifique avant d'être une femme. La science n'a pas de sexe. Ouais. Oui, et d'ailleurs, je vous ai entendu expliquer que quand elle entre à l'Académie de médecine, dans le discours qui lui est fait, lui est dit, vous êtes la première femme qui soit entrée dans une académie, mais quelle autre femme en eût été aussi digne? En fait, on la place comme une femme d'exception qui doit donc rester une exception. Enfin, ça donne un peu Voilà. ce sentiment, en fait. Ouais. Et qui restera une exception. Et oui, Et qui restera une exception pendant très longtemps, parce que même la deuxième en 46, je crois, ne sera suivie que oui, plus de 10 ans plus tard. Et aujourd'hui encore, le nombre de femmes académiciennes de médecine est ridicule dans une profession qui est numériquement féminine. oui. Hmm. Ce sont, je crois qu'en 2017, il n'y en avait que 8. Ce sont 8 exceptions. D'accord, oui. On reste encore dans ce schéma. Mm. Alors, comment était-elle considérée par la communauté scientifique? Vous venez de nous dire qu'effectivement, elle était d'abord considérée par certains comme scientifique avant d'être considérée comme une femme. Donc, comment est-ce qu'elle était considérée et quelles ont été les réactions de cette communauté face à ses succès? En fait, on est dans une France qui, au moment où Marie Curie arrive, qui politiquement est quand même, c'est assez rare comme ça, vraiment coupée en deux. Rappelez-vous, il y a l'affaire Dreyfus, Mm. etc. Et donc on est dans une nouvelle république, hein, la troisième république avait été votée d'une voix en 75, donc ça avait été, c'est quand même assez important. Et on est dans un mouvement où les intellectuels, surtout scientifiques, je parle pas de la médecine, je parle pas du droit, mais plutôt sciences et même un peu lettres, est coupé en deux, pareillement que la France. C'est-à-dire qu'on a ceux qui se veulent complètement progressistes, qui vont soutenir d'abord les compétences avant de regarder qui ont des femmes dans leur laboratoire depuis très longtemps, qui vont signer la pétition pour la révision de Dreyfus, qui vont, etc. Ça fait un tout, qui vont être pour la séparation de l'Église et de l'État, etc. Et on a de l'autre côté des scientifiques qui se réclament du catholicisme, du rejet des femmes. Voilà. Le meilleur exemple, c'est Édouard Branly, hein, qui est un très très grand scientifique, qui quitte l'université pour l'Institut catholique. Mm. Bon. Euh, alors, Marie Curie évolue évidemment par pierre dans la communauté scientifique très progressiste. Mais attention, ce n'est pas parce que justement ils acceptaient l'exception, qu'ils acceptaient la femme dans le laboratoire comme une règle éventuellement, qu'ils considéraient que la femme pouvait occuper tous les rôles auxquels elle n'avait pas eu le droit jusqu'à présent. Mm. On ne sait pas s'ils auraient, par exemple, accepté qu'elle soit pompière ou autre. Mais les sciences, c'était pas aussi évident que la médecine. La médecine, pour ces progressistes-là, c'était évident parce que la médecine, c'est la continuation du rôle de la mère, c'est le soin.
Oui. Mais les sciences, bon, la chimie, on peut dire que c'est un peu de la cuisine. Ok, mais voilà. Ceci étant, donc, elle était soutenue par la communauté qu'elle fréquentait, pour lequel, euh, qui a tout de suite reconnu sa valeur scientifique. D'ailleurs, on le voit très bien parce que quand Pierre décède, il laisse derrière lui un laboratoire, une chaire d'enseignement qui venait d'être créée. Moi, elle avait 2 ans, créée pour lui à l'université. Et se pose la question, que faire de cette chaire et de ce laboratoire? Et Marie Curie est évidemment dévastée par la mort de son Mm. mari, donc ils savent d'emblée que s'il déclare la chaire vacante, Marie Curie ne postulera pas, mais qu'il y aura plein de postulants autres, et que s'ils arrivent à ce que Marie Curie candidate, elle sera confrontée à plein d'autres candidatures, et qu'elle n'aura pas la force de combattre. Par contre, ils savent aussi qu'elle veut diriger le laboratoire, parce que ça, la recherche, elle a découvert que c'était ce qui l'intéressait par-dessus tout. Eh ben, ils vont utiliser un stratagème vieux depuis la création de l'université, qui est de ne pas déclarer la chaire vacante. Parce qu'ils veulent que ce soit elle qui la reprenne. C'est eux qui vont la mener à être première femme professeure d'université. C'est pas elle du tout qui va le vouloir. Et donc, ils vont pas déclarer la chaire vacante. Comme ça, ils nomment un chargé de cours qui peut diriger le laboratoire. Et on sait que par tradition, quand on déclare la chaire vacante 1 an, 2 ans après, c'est le chargé de cours qui l'obtient. Donc c'est pour ça que Marie Curie est chargée de cours en 1906, mais professeure qu'en 1908. D'accord. Ce qui est très marrant, c'est de voir que l'histoire raconte souvent que, en fait, c'était l'université qui ne voulait pas de Marie Curie, c'est pour ça qu'ils ont mis 2 ans à la nommer, alors qu'en fait, c'est justement l'inverse. C'est pas ça du tout. C'est tout un stratagème, c'est eux qui l'ont portée à l'université. Ouais. Et elle-même le dit dans son journal de deuil, qui est horriblement triste, euh, à la fin de son premier cours à l'université, moi donc en 6, quand elle a repris, quand elle a fait les chargés de cours et qu'elle reprend les cours de Pierre, elle fait, il en est qui sont venus me féliciter. Ces imbéciles, il est des imbéciles qui sont venus me féliciter. Parce que elle, tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle a ce poste parce que Pierre est mort. Mm. Voilà. Et elle ne peut pas l'accepter. Donc en fait, elle ne l'a pas voulu être première là-dedans. Oui, oui. Oui, puis on voit que c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, Non. progressiste versus réactionnaire. Voilà. Non, c'est assez blanc et noir à cette période de l'histoire parce qu'on est dans une bataille politique, mais il faut aller après plus loin dans définir qu'est-ce qu'est progressiste C'est et ça. qu'est-ce qu'elle veut dire réactionnaire. Oui, Voilà, faudrait ce aller n'est pas les jusque-là. mêmes définitions qu'aujourd'hui ou Ouais. que même 20 ans auparavant. Oui, 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 oui. Il faut se garder de projection, effectivement, avec notre regard de maintenant. Ouais. Quelle conscience Marie Curie avait-elle, selon vous, de servir la cause des femmes? Au début, je pense qu'elle n'en avait pas conscience. Marie Curie était vraiment, surtout après la mort de Pierre, très enfermée dans son laboratoire. Euh, c'est durant la Première Guerre mondiale qu'elle va prendre conscience, entre autres, de choses. C'est le poids de son nom. On ne lui refuse pas grand-chose, que son nom, il a une valeur, parce qu'elle a 2 prix Nobel, donc son nom est important, et qu'elle peut être utile aux autres Mhm. sans être utile moi, sans l'intermédiaire d'un laboratoire de recherche, sans l'intermédiaire de la recherche. Donc, elle va découvrir qu'elle peut être utile directement au contact de l'autre et qu'elle a un rôle social, qu'elle a eu un rôle social. Pourtant, Marie Curie va être formée un petit peu au féminisme déjà par Hertha Ayrton, ça, une grande physicienne américaine, une des premières qui a eu le droit de siéger, pas prendre la parole, de siéger, d'écouter à la Royal Society, qui est une grande militante suffragette Mhm. et qui va accueillir Marie Curie, qu'elle avait connue quelques années auparavant, et sa fille en 1912, et dont Hertha Ayrton, à ce moment-là, sa fille qui est emprisonnée dans les prisons pour fait de manifestations suffragettes. Et Hertha Ayrton
défend une pétition pour la libération des suffragettes et aussi contre les traitements carcéral que l'on fait subir aux suffragettes. Et elle va demander à Marie Curie de signer cette pétition. Et Marie Curie, alors déjà au début, Marie Curie ne comprend pas les suffragettes, ne comprend pas la violence. Pour elle, les choses vont se faire de toute façon d'elles-mêmes, petit à petit, etc. Mais Hertha Ayrton va lui donner un petit peu cette conscience du droit qu'ont les femmes. Et Marie Curie va lui répondre, parce que c'est vous, parce que j'ai confiance en votre jugement, je vous autorise à utiliser ma signature. D'accord. Mais c'est vraiment exceptionnel de la part de Marie Curie. Marie Curie, c'est après la guerre, effectivement, à un moment où il y a un journal dans la presse qui va dire Marie Curie, des femmes comme Marie Curie ne réclament même pas le droit de vote. On est en 30, hein, 31, voilà. Et là, elle va écrire à la revue en disant, en fait, c'est pas vrai. C'est vrai que je n'ai pas pour habitude de parler de choses en dehors des sciences, parce que je ne m'estime pas compétente sur ces questions-là, mais je trouverais juste que les femmes aient le droit de voter, et ça se fera. Oui. Mais voilà. Donc, elle n'a pas forcément conscience de servir la cause des femmes. Ceci étant, quand on regarde justement les 45 femmes qui ont travaillé avec elle, Dans son labo, justement, j'allais dans vous son labo, en parler, oui. et quand on voit justement toutes les candidatures qu'elle a reçues de femmes pour travailler dans son labo, on s'aperçoit que déjà, elle a un rôle modèle. Eh oui. Beaucoup de femmes, d'étudiantes vont postuler dans son laboratoire en se disant j'ai plus de chances dans son laboratoire parce qu'il est dirigé par une femme. Bon, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas plus de chances dans ce laboratoire-là que dans un autre laboratoire, parce que justement Marie Curie n'était pas sexiste et était une très bonne directrice de recherche, donc elle choisissait les gens en fonction de leurs compétences, en fonction de leur sujet de recherche, en fonction des recommandations qu'ils avaient, et non pas du tout en fonction de leur sexe. Mais on a souvent dit que une femme, à part Marie Curie, qui d'ailleurs peut-être n'aurait pas été une bonne mère, parce qu'elle aurait abandonné plus ou moins ses filles à elle-même, une femme qui voulait percer dans les sciences, faire carrière, de toute façon ne devait pas être mariée. Et on a cité effectivement plusieurs femmes scientifiques qui ne se sont pas mariées, voilà, c'était parce qu'elles voulaient faire carrière les sciences. Mais en fait, c'est faux quand on regarde les femmes qui ont travaillé avec Marie Curie, la très grande majorité l'ont vraiment prise comme modèle. Elles se sont mariées, elles ont fait des gosses, elles ont continué à travailler, et ce jusqu'à la retraite. Donc, il y avait, je ne suis pas sûre que Marie Curie avait conscience de ce rôle modèle qu'elle pouvait avoir à l'intérieur de la communauté scientifique. Elle était plus dans cet état d'esprit que c'était normal. Mm. Voilà. Mm. Ouais, se posait pas plus de questions que ça. C'est intéressant, ça aussi, hein, de voir. Oui, j'ai l'impression que dans sa tête, elle avait assez peu de limites finalement par rapport à l'ordre social. Pas dans le sens où elle était subversive, hein, pas du tout dans ce sens-là, mais Non, où elle ne se mettait pas vraiment de limites euh, au regard de ce qui était possible à l'époque, en fait. ah bah ça c'est clair et net que pour elle il n'y avait aucune limite, pas plus de limites pour elle que pour les hommes et que c'était totalement normal. Mm, mm, Euh, on le voit quand elle s'inscrit à la faculté des sciences, elle aurait pu s'inscrire à la faculté de médecine où là il y avait plus de femmes, mais bon, elle n'était pas toute seule, hein, loin de là, il y en avait quand même 27 sur 440 étudiants et des femmes quand elle s'inscrit. Mais voilà, c'était pour elle, quand on lui propose de reprendre la chaire de Pierre Curie, tout ce qu'elle voit, c'est que Pierre Curie, il est mort et que enseigner, ça l'ennuie. Mais par contre, elle veut absolument le laboratoire lié à la recherche. Quand on dit bon, on va construire un étalon international du radium, bah oui, c'est moi qui dois le faire. Et pourquoi c'est vous il y a d'autres scientifiques dans le monde qui peuvent le faire? Non, c'est avec mon mari, c'est nous qui avons découvert le radium, c'est moi qui le ferai. Et voilà. Euh, Quand on parle d'unité de mesure de la radioactivité, elle dit il s'appellera le Curie. ouais, Bah, voilà, il n'y a pas de discussion, c'est ouais. normal. On a vraiment l'impression que, oui, il n'y a aucune limite pour elle et que
au niveau intellectuel. Ouais, elle trace son chemin avec des Voilà. convictions. Ok. Est-ce qu'on peut dire que finalement en France, elle a eu les mêmes droits que les hommes, hormis le droit de vote, bien entendu, mais de façon très pratique? Ou est-ce que néanmoins, quand même, il y a des choses qui lui étaient interdites? Bah, en fait, elle s'est donné les mêmes droits quelque part, à part le droit de vote. Oui. Elle s'est donné les mêmes droits. Par exemple, quand Pierre est mort, donc elle était sous tutelle, hein, sa famille, il y avait un conseil de famille parce que c'était légal. Dans ce conseil de famille, il devait y avoir Eugène Curie, déjà le père de Pierre, et on a beaucoup de mal à restituer qui était dans ce conseil de famille parce qu'il n'a jamais été réuni. Personne n'allait remettre en question l'éducation de Marie Curie sur ses filles. Ah oui. Voilà. Et puis elle-même n'allait jamais le convoquer pour demander comment elle devait élever ses filles. Hmm. Euh, et c'est ça, bon, je pense qu'il y avait aussi Jacques Curie. Elle a toujours eu le soutien de son entourage et elle n'aurait pas compris pourquoi elle ne l'avait pas. Oui. Donc à la fois le soutien et une grande liberté intérieure. À une très grande liberté intérieure, effectivement. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ses filles sont en Bretagne. Alors, elle n'a pas totalement éclaté, mais ils savent que c'est chaud, que ça va sûrement se déclarer. Elle n'est pas sûre de pouvoir retourner en Bretagne pour récupérer ses filles. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à son frère, son beau-frère Jacques Curie, qui est à Montpellier, que si jamais elle ne peut pas rapatrier ses filles, si jamais elle doit, Paris est encerclé, qu'elle est Hmm. encerclée dans Paris avec, euh, eh ben, il doit aller les chercher et les ramener à Montpellier. Et c'est elle qui organise tout ça. Oui, C'est oui. elle, c'est personne, c'est pas Jacques Curie qui lui dit attention, tu élèves les enfants de mon frère, euh, voilà. Hmm. Pourquoi a-t-elle davantage marqué les esprits que son mari, selon vous? Alors elle a marqué plus les esprits que son mari. C'est pas vrai sur le moment, Oui, c'est-à-dire c'est après, et parce que elle a vécu 20 ans de plus, 30 ans de plus aussi. d'accord. On a beaucoup de similitudes dans l'histoire, notamment l'histoire des sciences, où on va retenir en fait celui qui est resté le plus longtemps vivant, parce qu'il Hmm. va avoir plus d'action. Alors Marie Curie, elle a quand même, elle est restée plus dans les esprits aussi parce que elle a bénéficié, contrairement à Pierre Curie, de la biographie écrite par sa fille Ève Curie en 1937, qui va quand même être traduite en plus de 35 langues Ah oui, euh, immédiatement. En 37, on a déjà une traduction en letton, par exemple, qui va être adaptée pour les enfants dans tout le pays et qui s'appelle Madame Curie. C'est pas mes parents, c'est l'histoire de Marie Curie. Alors, ce livre va vraiment être un livre de chevet jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est encore le livre le plus vendu au musée Curie. Et c'est un livre qui n'est pas historique. C'est un livre d'une fille sur sa mère. C'est un livre un peu apologétique, qui passe au silence plein de choses, etc., mais qui va participer complètement à la mise en histoire de Marie Curie et à sa sanction. Ceci étant, quand on regarde les publications qu'il y a autour de Marie Curie, à part le Ève Curie, donc, on s'aperçoit que les publications vont décliner un petit peu jusque en 56-58. 56-58, Marie Curie redevient au devant de la scène. Pourquoi? Parce que Irène et Frédéric meurent. décède. Donc c'est à l'occasion des décès d'Irène et Frédéric. Ensuite, on va retrouver un petit creux comme ça. Elle va être un petit peu plus. On va voir quelques articles au moment en 1967 pour le centenaire de sa naissance. Là, elle reprend un petit peu de l'aura historique. Mais c'est quand Mitterrand va vouloir la panthéoniser Hmm. qu'elle va vraiment être connue. Et ça, c'est intéressant parce que Mitterrand ne veut panthéoniser que Marie Curie pour qu'elle représente la femme
l'apport de la femme et de l'étranger à la France. Et c'est la famille qui va imposer qu'il y ait aussi Pierre. Mm. Et on va panthéoniser les deux en 95. Depuis, il y a eu 2 biographies sur Pierre et il y en a eu plus de 70 sur Marie Curie. Ouais, quand même, oui. Voilà, Un gros écart, ouais. un gros écart. Or, si on regarde l'apport scientifique, l'apport purement scientifique, c'est un apport qui est de Pierre et de Marie Curie, des deux. C'est-à-dire que la découverte du polonium et du radium n'aurait jamais pu se faire l'un sans l'autre. Mm. C'est vraiment une découverte commune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe à peu près la même chose maintenant avec Irène et Frédéric Joliot. C'est-à-dire que à la mort de, moi, dans les dernières années de vie d'Irène et Frédéric Joliot, c'est Frédéric qui était sur le devant de la scène. Et il est resté sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, on veut mettre tellement Irène sur le devant de la scène qu'on en oublie Frédéric. Alors justement, puisque vous parlez d'Irène, on sait que sa fille, donc Irène Joliot-Curie, aura aussi un destin hors du commun, puisqu'elle obtient également avec son mari un prix Nobel de chimie, hein, je crois. À son époque, donc une vingtaine d'années plus tard, hein, par rapport à Marie Curie, est-ce qu'il est plus facile pour une femme de se hisser au même niveau qu'un homme? Est-ce que les choses ont changé? Ah bah, les choses ont vraiment changé, mais dans le sens inverse. Ça c'est Ah, clair et net. C'est-à-dire que quand Marie Curie est arrivée en France et veut devenir scientifique, déjà, elle n'est pas du tout la seule femme, mais et pas la seule étrangère. On est vraiment dans une France, comme je vous ai dit, loin, qui est quasi illettrée. Pas analphabète, mais illettrée. Et on a besoin de gens qualifiés sur le marché du travail parce qu'on est en pleine expansion de l'industrie chimique de pointe, médicaments, colorants, etc., de l'industrie électrique, de l'industrie de gaz, etc. Donc, on a besoin de gens qualifiés, on les a pas. Donc, les femmes et les étrangers sont très bienvenus sur le marché du travail. On leur ouvre les portes des laboratoires. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est très amusant de voir les photos des laboratoires. Vous pouvez aller sur le site médical de la bibliothèque de santé de cette époque-là, les laboratoires de physique, de physiologie, on voit des femmes. Il y a pas, voilà. Par contre, Irène va vraiment percer dans les années 30. Et les années 30, c'est la crise, la suite de la crise économique de 29. 31, c'est l'année du chômage en France. Le marché du travail se rétrécit. Et donc, il va falloir supprimer tous ces immigrés et ces femmes qui prennent le travail aux hommes français. Donc, Laval, en 1935, va rédiger 91 de lois décrets, très subtiles. Alors là, j'avoue que à part sur l'immigration, pour les immigrés, où là, c'est moins subtil, mais c'est très subtil pour renvoyer la femme au foyer. On va autoriser les femmes à s'inscrire dans l'enseignement secondaire et l'université par elles-mêmes, sans signature masculine, en 1938. Mais en 1940-41, les lois Pétain renvoient toutes les femmes de 50 ans à la maison et interdit les postes féminins au concours des collectivités. Donc, Irène arrive vraiment à un moment de l'histoire où bah, voilà, il y a de plus en plus de scientifiques. Et parmi ces scientifiques, il y a de plus en plus de femmes. La faculté des sciences en 30, c'est presque un tiers de femmes, d'étudiantes. C'est le même nombre, le même pourcentage aujourd'hui en physique fondamentale. Donc, en fait, non seulement il y a de plus en plus d'étudiants, hein, on a vécu l'expansion universitaire, mais il y a aussi de plus en plus d'étudiantes. Donc, et il y a de moins en moins d'emplois, hmm. donc il y a concurrence. Et c'est pour ça, en fait, que ça va être beaucoup plus difficile pour une femme, non pas de rentrer dans un laboratoire, quoique ça dépend des années, mais surtout d'être reconnue comme scientifique du temps de Irène et aussi post-Seconde Guerre mondiale, hein, Oui. que du temps de Marie Curie. Et on le voit parce que, en fait, récemment, j'ai fait un peu une étude sur la reconnaissance scientifique des femmes au niveau de l'académie. Et on voit très bien que l'académie est totalement partante pour décerner plein de prix aux femmes, mais par contre, elle les acceptera jamais. Donc, Irène et Frédéric Joliot-Curie, en 35, ont le prix Nobel de chimie.
Frédéric Joliot-Curie a une chaire de professeur au Collège de France en 37. Irène n'en a pas. Hmm. Il faudra attendre 46 pour qu'elle soit professeure titulaire. Avant, elle est maître de conf, D'accord. où elle a été professeure sans chaire. Frédéric Joliot a une épée d'académicien en 41. Irène va se présenter 4 fois et elle va pas être rejetée à 1 ou 2 voix comme Marie Curie, mais à plus de 20 voix. Sacrée évolution. Et parmi les femmes qui se présentent, il y a justement Pauline Ramart-Lucas, qui est professeure d'université déjà, puisqu'elle a été nommée, soutenue par les mêmes amis de Marie Curie d'ailleurs, Hmm. Perrin, Appel, tout ça, qui va se présenter aussi 4 fois. Elle a eu plein de prix très prestigieux de l'Académie, mais elle ne sera jamais élue. Et Hmm. elles le disent toutes les deux. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que on entre aussi dans une génération de femmes scientifiques militantes. Il y a très peu, les militantes féministes, il y en a au début du XXe, mais elles sont du côté des sciences humaines et du côté de la littérature. Et les économistes, le droit, la littérature, on peut parler de Séverine, Sand, etc., et puis Hmm. les autres qui vont suivre après. Mais les scientifiques et les femmes médecins sont à compter sur les doigts d'une main, qui sont vraiment militantes. Eugénie Cotton, Cartan, éventuellement, mais déjà on est un peu loin. Alors que là, on rentre vraiment dans une flopée de femmes qui vont vraiment militer, femmes scientifiques qui vont vraiment militer pour leurs droits et D'accord. avoir accès, parce que justement, elles savent que cet accès est devenu encore plus difficile qu'avant. Ouais. Hmm. Donc une régression Une par rapport régression. à l'époque précédente. Mais on connaît encore aujourd'hui des régressions sur l'histoire des femmes, Eh oui, et pour les immigrés aussi d'ailleurs. C'est ça, eh oui. parce que c'est la même histoire. Hein, on peut faire des parallèles entre l'histoire des acquis sociaux pour les femmes et les immigrés. Et aujourd'hui, quand on voit au niveau des droits des femmes, les régressions qu'on a, ne serait-ce qu'au niveau de l'avortement dans les pays européens, on s'aperçoit qu'en fait l'histoire n'est pas linéaire et que Non. chaque acquis doit être défendu comme les retraites, par exemple. Oui, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de relire l'histoire. Elle est loin d'être linéaire. Alors, on approche de la fin de cette interview. Pour finir, quel conseil aurait pu donner Marie Curie, et peut-être d'ailleurs aussi Irène, à des personnes qui se sentiraient bridées par l'ordre social, à votre avis? D'après les témoignages qu'on peut avoir de Marie Curie quand elle écrit à ses filles, hein, Hmm. ou de Hélène Langevin sur sa mère, etc., c'est que il y a eu quand même cette transmission de la liberté d'esprit Ouais. et qui dépassait un peu tout et qui ouvrait les portes. En fait, comme vous disiez, il y avait pas de limite intellectuelle. Il n'y a pas de limite intellectuelle. Hmm. Donc, les portes doivent s'ouvrir toutes seules. Et si elles ne s'ouvrent pas, faut les ouvrir. En fait, c'est ça qui est assez marrant parce que on le retrouve aussi dans d'autres circonstances pour d'autres femmes. Hein, c'est que les choses étaient normales pour elles Ouais. et qu'elles ne voyaient pas pourquoi pour les autres c'était pas normal. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci Nathalie pour vos éclairages, aussi bien sur le contexte de l'époque que sur ces deux personnages d'exception qui ont montré une ténacité incroyable, mais aussi qui ont su saisir les opportunités pour faire bouger les lignes. Ça nous permet de vérifier une nouvelle fois que ce qui apparaît comme naturel et indépassable à une époque pourra sembler inimaginable quelques dizaines d'années plus tard. Est-ce que vous avez d'autres écrits en préparation actuellement? Non, dernièrement, j'ai fait la préface d'un petit dictionnaire sur les femmes scientifiques que je vous conseille parce que Oui, moi-même, il y avait donc ces 110 noms de femmes scientifiques d'Adeline Crépieux. Et je dois avouer que parmi toutes celles qui sont citées, j'en connaissais pas beaucoup. Pourtant, je suis bien dans le d'accord. milieu, donc Oui. parce qu'elle a eu l'intelligence de brasser au niveau international et puis dans toutes les époques. Donc, tout en ne tombant pas dans le travers qu'on voit aujourd'hui un peu trop souvent de dire que toutes les femmes qui ont travaillé qui ont été mariées avec un scientifique étaient elles-mêmes de grandes Oui. scientifiques. Et ça, c'est assez énervant, en fait. Mais,
Voilà, cette préface-là. Et puis non, c'est des articles de recherche D'accord. qui sont en ce moment en cours de rédaction, donc Ok. pas des choses amusantes à dire. Voilà. D'accord. Ok. Bah écoutez, un très grand merci en tous les cas pour cette interview et pour tous ces éclairages. Ben, merci beaucoup à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.